Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette petite vidéo. Merci d'être venu et d'avoir cliqué. Nous allons parler de la cérémonie des Oscars de cette année 2019 et revenir sur certaines catégories, pas toutes parce que certaines ne m'intéressent pas énormément et d'autres ne méritent même pas qu'on s'y attarde selon moi, vu que je ne regarde pas les courts-métrages, je ne regarde pas les documentaires, je ne peux pas tout regarder. Donc j'ai décidé de faire des choix pour donner mon avis subjectif du coup sur qui va gagner les Oscars cette année. En première partie, selon mon avis, puis je donnerai l'avis que je pense que l'Académie donne à qui donnera l'Oscar. Donc c'est un espèce de mon avis, puis je donne mon avis sur ce que fera quelqu'un d'autre. Si je pense que mon avis et l'avis de quelqu'un d'autre sera le même, soit je n'en parlerai pas, et je ne ferai pas cette petite phrase. En ce qui concerne l'Académie, je pense que il sera possible que je l'oublie. En ce qui vous concerne, je vais donc vous laisser maintenant et vous souhaiter un bon visionnage. Donc pour commencer ces pronostics des remises des Oscars, nous allons commencer par la musique. Et cette année, nous avons une sélection qui vient de plusieurs films différents. On a de la musique qui vient de films d'animation, de la musique qui vient de drame, de la musique qui vient d'une comédie musicale, de musique qui vient d'un gros blockbuster américain, Black Panther. Et pour terminer, d'un film qui revient sur des événements dramatiques, enfin plus ou moins d'une enquête dans J'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee. Alors je vais directement commencer par éliminer Mark Shyamalan de mon pronostic personnel parce que la musique, hormis avoir à peine remixé et touché un tout petit peu au thème musical original de Mary Poppins, rien de bien original et de bien fou, hormis dans plutôt les compositions originales musicales, type des comédies, les passages avec les excusez-moi, je me rappelle plus le nom, Bref, cela n'a pas grande importance, vous voyez très bien à quel métier je fais référence, ceux qui nettoient les cheminées. Bref, donc cette scène était très cool, mais je ne considère ça plutôt comme musique originale que musique de film. Donc j'enlève Mark Shyamalan pour cette composition tout de suite. Alors je vais enlever aussi Terence Blanchard pour J'ai infiltré le Ku Klux Klan parce que la musique de J'ai infiltré le Ku Klux Klan, je n'en ai aucun souvenir, elle me semble très oubliable et très très lointaine. Donc je vais l'effacer tout de suite. Je vais effacer Nicolas Britell pour sa composition pour If Beatles Cool Talk parce que ayant vu le film et n'ayant pas été convaincu plus que ça par le film, j'ai trouvé que la musique elle est très bien, mais pareil que Terence Blanchard, elle est terriblement oubliable. Ce qui nous arrive aux deux finalistes, aux deux que j'ai vraiment énormément de mal à départager, Ludwig Göransson pour Black Panther et Alexandre Desplat pour Innocent. On a deux musiques qui sont exceptionnelles selon moi. Le thème de Black Panther reste très vite en tête avec tous ces tambours, c'est vraiment cette ambiance africaine. Il a réellement compris le Black Panther et comment faire Black Panther. Et de l'autre côté, on a Alexandre Desplat qui nous en met plein la gueule avec plein d'instruments différents. Je saurais même plus les citer. Celui que j'ai en tête, c'est cette espèce de thème japonais avec le tambour qui paraît très simple mais qui met terriblement bien dans l'ambiance. Donc on a vraiment deux musiques qui ont fait vraiment de la musique d'ambiance assez exceptionnelle. Et je dirais que je ne sais pas laquelle je pense que définitivement j'écoute plus souvent le thème de Black Panther avec le ta 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 que la musique de L'Île aux Chiens, même si je pense qu'elle est sans doute meilleure. C'est pour ça que moi je vais donner mon Oscar personnel à Ludwig Göransson pour la musique de Black Panther, mais que je pense donc que l'Académie va donner l'Oscar de la meilleure musique à Alexandre Desplat. Passons maintenant aux acteurs le meilleur acteur dans un second rôle. Alors nominés, nous avons Mahershala Ali pour Green Book, Adam Driver dans J'ai infiltré le Ku Klux Klan, Sam Elliott dans A Star Is Born, Russian England dans Can You Ever Sortir, qui n'est toujours pas sorti au moment où j'enregistre ça, qui sort après la cérémonie, donc il sera déjà out à ce moment-là, et Sam Rockwell dans le rôle de George Bush dans Vice. Alors je vais tout de suite enlever Sam Elliott dans A Star Is Born parce que même sa performance est très louable. Je trouve que il fait pas le figure à côté de ces trois monstres que sont Sam Rockwell, Adam Driver et Mahershala Ali dans
dans les films qui font Green Book, j'inviterai le Christian Elvis. Je vais effacer Marshall Ali qui fait une très bonne performance, mais qui n'est pas extrêmement constant dans le film. Il y a des moments où il est mou, mais du coup ça permet de ressortir les moments où il est d'une fulgurance quasi divine. Mais je vais le supprimer pour cette raison qu'il est bon, mais sans plus. Ensuite, moment difficile, parce qu'à vrai dire, ça me recolle vraiment. Et George Bush, je n'ai jamais vu quelqu'un jouer George Bush aussi bien que lui. Mais je vais le supprimer pour une simple et bonne raison. Le scénario a transformé George Bush en un idiot. Et excusez-moi, mais je ne trouve. Mais s'il a réussi à devenir président, même si énormément de personnes l'ont aidé, il n'était pas si idiot que ça. Et c'est tout le problème qu'il y a avec Vice, c'est de faire passer tout le monde pour des cons. Et c'est insupportable. Et même s'il est vraiment, il a cette gueule, on le voit, on fait les deux à côté, je ne saurais pas savoir qui est George, qui est Sam Rockwell, donc les deux, donc il est vraiment exceptionnel. Mais il est peut-être un peu trop effacé, bon, bah c'est le rôle d'un second rôle, mais je vais pas le trouver si exceptionnel que ça, donc je vais l'enlever tout de suite. Donc du coup, mon Oscar personnel, ce sera pour Adam Driver dans J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Pourquoi ? Parce que il perce complètement l'écran à chacune de ces scènes. C'est lui qui me faisait rester éveillé devant le film. Le film est très très bon. Et cette espèce de double jeu, je le trouvais vraiment très bon. Quand il est là, qui dit moi c'est qu'une affaire, alors que son compère c'est vraiment une affaire vraiment personnelle, un truc qu'il veut porter. Et c'est brillamment joué. Il a vraiment quelque chose, il dégage quelque chose. Il a une gueule, ce mec, et il en joue très très bien. Et c'est pour ça que moi je lui donne ma petite statuette personnelle. Mais je pense que l'Académie va se donner l'Oscar à Sam Rockwell dans Vice, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que on ne saurait le différencier avec George Bush, qui maintenant George Bush c'est bien connu qu'il passe un idiot auprès de tous les Américains, donc rien d'étonnant à ce que Sam Rockwell remporte l'Oscar pour ce rôle, vu que c'est la vision dont l'Amérique a de George Bush en 2019. Passons à la meilleure actrice dans un second rôle. En nommé, nous avons Amy Adams dans Vice, Marina de Tavira dans Roma, Emma Stone dans La Favorite, Regina King dans If Beale Street Could Talk et Rachel Weisz dans Can You Ever Sortir ? Non, dans La Favorite. Donc je vais tout de suite enlever Amy Adams dans Vice parce que rien de bien fou, elle joue le rôle, mais elle a pas vraiment, non, elle est pas, il y a aucune scène où elle crève l'écran. Elle est là, elle joue, mais limite c'est même pas un second personnage, c'est un troisième personnage où c'est un petit rôle tellement elle a peu de temps à l'image, et quand elle est à l'image, hormis la scène où elle dit à Dick, aka Christian Bale, que qu'en gros elle va le quitter s'il réagit pas pour faire quelque chose de sa vie, à part ça, on est vraiment dans un ennui et c'est pas très passionnant. Mais je vais enlever Marina de Tavira de Roma. Hormis le passage où elle ne fait que subir, et pareil, c'est vraiment du jeu assez standardisé, avec sans grandiloquence, et non, pas convaincu, donc je l'enlève. Je vais enlever Regina King dans If Beale Street Could Talk, parce que je n'ai aucun souvenir de film. Genre c'est vraiment le film à Oscar par définition, et donc du coup ça ne m'intéresse pas. Donc je l'enlève, et on en est vraiment au duo compliqué entre Emma Stone et Rachel Weisz. Alors moi je vais donner ma palette à Rachel Weisz parce que c'est une interprétation beaucoup plus touchante que Emma Stone. Je l'ai vraiment senti, les deux crèvent l'écran, ça il y a aucun doute. Enfin même les trois, quand on rajoute Olivia Colman dans le rôle de la reine, on y reviendra un peu plus tard. Mais je trouve vraiment que Rachel Weisz a quelque chose en plus, qui est, c'est peut-être par la nature de son personnage, qui va subir une erreur qu'elle a faite, et qui fait que c'est toujours plus intéressant de suivre quelqu'un qui essaye de se relever que quelqu'un qui s'élève et qui dans le film ne chute pas mais aurait pu, et qui souffre de cette élevance tellement élevée. Oui, j'invente des mots, j'en ai rien à foutre. Donc moi je donnerais mon Oscar à Rachel Weisz pour sa performance.
Et je pense que l'Académie le donnera aussi à Rachel Weisz et non à Emma Stone, qui est beaucoup trop bankable en ce moment et dont on entend beaucoup trop parler, donc je pense pas qu'elle aura l'Oscar. À voir. Pour les meilleurs scénarios nominés, nous retrouvons Vice, Roma, Green Book, La Favorite et First Reformed. Alors je vais tout de suite enlever Vice parce que la structure narrative du film, je la trouve tellement bancale, cette espèce de docu-fiction, ça me perd, ça marche pas très très bien, mais non, j'enlève Roma, ça marche pas super bien. En fait, le problème de Vice dans son scénar, c'est que il arrive à être hyper intéressant à certains moments, mais cette espèce de cassage de quatrième mur constant m'a complètement empêché d'être vraiment ancré dans le récit du film et me dire oui, c'est un grand film, oui, j'ai envie de le voir, oui, je suis dedans. Donc j'étais pas vraiment dedans quand je l'ai vu. Pourtant j'ai retenté l'essai, j'y suis allé une deuxième fois. En fait, il y a une telle envie dans le film de te mettre un peu à l'écart, de ne pas te faire ressentir tout le film. Je pense notamment à la scène où il bip le nom des deux mecs qui viennent montrer les plans de l'Irak. Complètement ridicule, ça. C'est n'importe quoi. Donc non, c'est un grand nom pour le scénario de Vice. Je vais enlever First Reformed aussi. J'ai pas beaucoup plus d'arguments, je l'enlève. Donc du coup, il nous reste les trois un peu difficiles, mais je vais tout de suite enlever Green Book. Parce que oui, c'est très intéressant, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Il y a quelques fulgurances, dont la scène du KFC, la scène où il décide de s'en aller, la scène où il prend le volant à la place du chauffeur. Mais ça reste assez pâteau et c'est un scénario assez classique en réalité, mais ça reste très très bien fait. Mais est-ce que je reverrai ce film? Je ne pense pas. Est-ce que vous le reverrez? Je ne pense pas. Vous remettrez certaines thèmes qui vous ont marqué sur Internet, pardon, mais rien de plus. Donc on arrive à Roma et La Favorite. J'ai effacé Roma pour une raison très simple. Cuarón, en fait, nous livre un film hyper personnel, où il raconte un peu son enfance via le prisme des enfants dans Roma plus Rosa, sauf qu'il enlève, pour nous ancrer et ne pas que ce soit trop personnel, il enlève pas mal de détails comme la scène où les étudiants se révoltent. On n'a pas de contexte juste pour qu'on puisse plus être dedans, mais j'ai trouvé que ça manquait. Quitte à faire quelque chose de personnel, autant y aller au bout. Après, on a encore les mêmes thèmes avec les éléments, la terre, le feu, l'eau. Après, c'est très bien mis en scène, c'est très beau, mais nous sommes là que pour juger du scénario, et je me suis un peu ennuyé devant Roma. Donc, ce qui fait que je vais donner ma certitude un peu par dépit. Mais dans cette sélection, il y a vraiment que lui qui brille par ça. Je ne voyais aucun retournement de situation revenir dans La Favorite. Par exemple, attention spoiler, hein, le passage où elle part à cheval, Rachel Weisz, et qu'elle tombe, pour moi elle était morte. Il y avait pas de débat, elle était morte. Enfin, même si elle était trouvée, elle était morte. Donc le film a su m'étonner. Il y a une très bonne structure et on y croit. Je sais pas si c'est fait de faire elle, mais j'y crois vraiment. Donc je donne ma statuette à La Favorite et je pense que l'Académie le donnera à Green Book. Parce que c'est celui avec la structure la plus simple et logique de ces cérémonies des Oscars. Des petites secondes sur les effets visuels, pas grand chose à dire à part que vraiment Avengers Infinity War a vraiment tout défoncé, donc ce sera lui ou rien. En ce qui concerne le meilleur réalisateur, nous avons Cold War de Paweł Pawłowski, La Favorite de Yorgos, Roma de Alfonso Cuarón, Vice de Adam McKay et Black Klansman de Spike Lee. Je vais tout de suite enlever Spike Lee parce que je trouve pas, hormis la scène du bar qui est vraiment très très stylisée,
et la scène de la bombe qui est vraiment très intéressante. Je trouve pas que la mise en scène pour moi est beaucoup trop académique et c'est un peu plan-plan, donc bien que le film soit très bon, on s'ennuie un peu et je vais l'enlever tout de suite. Je vais enlever Vice parce que comme dit précédemment, j'ai un problème avec ce film. Il y a trop de déconstruction pour rien. Je sais pas où ils veulent nous emmener, je sais même pas si le réal s'est dit ok, je veux faire un film pour que tout le monde comprenne que c'était un gros connard. Ben, on a compris, mais tu ne le montres pas assez en réalité. C'est trop sous-entendu, genre je peux pas croire que en fait c'est tellement surréaliste que je peux pas croire qu'il a fait tout ça juste pour du fric. Ça me semble trop aberrant, donc j'y crois pas une seule seconde. Et tout est là mon problème avec ce film, c'est que c'est beaucoup trop, c'est pas assez à la fois. Beaucoup trop dans l'excès surréaliste du docu-fiction et bien pas assez dans l'idée. On va faire un truc pas réaliste, mais qui permettrait de comprendre. Je trouvais que vu que ce n'était pas directement Dick Cheney qui essuyait les réactions, que ça manquait vraiment de substance et le montage est le montage est plus drôle que réussi. Je veux dire, mettre un générique avant la fin du film juste pour aller on se dit venez on met un générique en rigolant. Enfin, non, je ne pense pas qu'il l'aura. Je vais enlever Roma, bien que ce soit génial. C'est très très bien mis en scène. Comme dit précédemment, c'est un film qui est long. Et vu que on n'a pas pu en France le voir en cinéma, nous voilà à la chose suivante. On se fait un peu chier devant. Vu que ça dure 2h15, qu'on n'a pas donc du coup non, c'est très très dur à regarder en réalité. Même si c'est excellemment mis en scène, donc non, je ne donnerai pas le meilleur réal à Cuarón. Donc du coup, on arrive aux deux qui étaient dans mon cœur avant, quand j'avais fait cette petite vignette. J'avais pas encore vu La Favorite, et dans mon cœur, c'était Cold War qui allait l'emporter parce que c'est un film magnifique. La photo du film est nickel. La mise en scène, bien que simple, est efficace. Et il y a de la synecdote. Donc tout ce que j'aime, donc comment n'aurais-je pas pu lui donner ma petite statuette de meilleur réal? Yorgos est arrivé, m'a complètement transplané l'esprit avec les caméras utilisées, les plans 360, les fondus, le montage, la direction d'acteur. Donc je donnerai le meilleur réalisateur à La Favorite pour cette raison. Et je pense que l'Académie le donnera à Roma de Alfonso Cuarón. Par contre, il me semble évident que Cold War doit récupérer la meilleure photographie, et que ce soit de mon avis propre ou de l'avis de l'Académie. Ça me semble vraiment évident. Passons donc maintenant à la meilleure actrice dans un rôle féminin. En même temps, je me répète, je dis meilleure actrice et dans un rôle féminin, ça n'a aucun sens. Donc de nommer, nous avons Olivia Colman dans La Favorite, Glenn Close dans The Wife, Lady Gaga dans A Star Is Born, Melissa McCartney, donc on n'en parlera pas, dans Can You Ever Sortir, qui ne sortira jamais et que je n'irai pas voir parce que ça m'emmerde. Et pour terminer, Yalitza Aparicio dans le rôle de Cléo de Roma. Donc du coup, je vais commencer par l'effacer tout de suite parce que c'est une performance. Le problème de la mise en scène de Cuarón dans ce film, c'est que la mise en scène est tellement bien qu'on en perd les personnages, je trouve. Et hormis le moment où elle dit je ne voulais pas le bébé, j'ai vraiment eu j'avais de l'empathie pour le personnage. Pourtant, quand il lui arrive pas mal de choses, elle se fait lâcher par la seule personne avec qui elle a eu des affaires intimes. C'est une vraie galère. La manière dont elle se fait soumettre par les enfants des employeurs dans la maison via le moment où le gamin lui dit arrête de parler ton dialecte et parle notre langue. Le film est d'une violence extrême en elle, et elle reste très positive malgré tout. Le seul moment, c'est que je voulais pas d'enfant et il fallait bien que ça sorte, et on a
comme dit précédemment, on a le côté avec je brave les éléments, puis l'eau et sauf les enfants, mais je vais l'enlever parce que j'ai pas trouvé que cette performance était si folle. D'un côté, c'est une bonne performance. En réalité, elle aurait fait troisième si j'avais dû c'est troisième, parce que Glenn Close, c'est vraiment la pire performance. C'est mou, c'est pas intéressant. On s'ennuie devant ce film. Pourtant, il se passe beaucoup de choses, mais il n'y a pas vraiment de moment. Le moment où elle s'énerve, en fait, on dirait qu'elle s'énerve pas. Son mari est mort, on a l'impression qu'elle en a rien à foutre. Enfin, d'un côté, vous allez me dire, mais elle était tellement énervée que oui, forcément. Mais justement, tu dis, ah oui, j'étais tellement énervé parce que je l'aimais, blablabla. Et non, c'était une performance. C'est une performance bateau. Genre c'est le bateau sur l'eau, quoi. C'était pas intéressant de A à Z. Hein. Bon, fallait bien un quota de vieille, j'imagine. Hein. Vu qu'il n'y a pas de black, fallait une vieille. Donc on en arrive au choix difficile de Lady Gaga dans A Star Is Born ou Olivia Colman dans La Favorite. Je vais supprimer Lady Gaga, même si ça m'arrache la gorge de le dire, qui a eu une très bonne performance dans A Star Is Born, qui joue très bien. Mais Olivia Colman n'a rien à envier. Elle déchire tout dans La Favorite. Bon, La Favorite, c'est vraiment le film avec les actrices qui cachent le plus l'écran. Comme dit précédemment, j'avais un peu de mal à me décider entre Emma Stone et Rachel Weisz. Voilà, aucune hésitation. Olivia Colman, déjà, je l'aime beaucoup parce qu'elle a joué dans Doctor Who et Broadchurch et qu'elle était vraiment très bonne. Et là, elle nous donne vraiment une performance et elle crève l'écran dans toutes ses scènes. Ça elle gueule un peu, mais un peu de surjeu de temps en temps ne fait guère de mal. Et c'est ça qu'on aime, je pense. C'est ces moments de surjeu un peu surréalistes quand elle crie sur quelqu'un pour montrer son autorité. C'est ces scènes-là qui me font dire ah oui quand même. C'est bien, c'est très très bien. Les scènes où elle est triste, où elle lâche au calme. J'aime avoir sa langue dans ma chatte. De très bonnes scènes. Et pour finir, l'Académie le donnera aussi à Olivia Colman, je pense. Donc, nous sommes d'accord pour une fois. Ne me donnez pas tort, Académie, dans 5 jours. En ce qui concerne les meilleurs acteurs, nous avons de nommer Bradley Cooper dans A Star Is Born, Christian Bale dans Vice, Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, William Dafoe dans At Eternity Gate et Viggo Mortensen dans Green Book. Je vais effacer tout de suite Viggo Mortensen de Green Book, bien qu'ayant une prestation très cool et d'une très bonne facture. Je dirais que c'est peut-être celui avec la moins bonne prestation du lot, donc je vais l'enlever parce que sa prestation m'ayant touché, c'est la prestation lambda et ça n'a pas grand intérêt. Je vais enlever aussi Bradley Cooper qui est vraiment très bon, porte vraiment le film plus que Lady Gaga dans A Star Is Born. Mais un peu la même idée, c'est pas spécialement changeant, on sait ce qui va arriver, il est très bon, je ne le nie pas, mais je l'ai trouvé 1000 fois plus sincère et charismatique dans La Mule, où on le voit très peu que dans ce film où il est tout le temps, même s'il crève complètement l'écran. Mais ma statuette n'ira pas à Bradley Cooper. Je vais enlever aussi Rami Malek, bien que on ne peut pas nier son implication dans le rôle de Freddie Mercury, pardon, mais c'était un film sans metteur en scène du premier lieu, donc félicitations, tu as réussi à faire ton travail d'acteur sans personne pour te dire quoi faire. Mais le film n'a aucun est trop mensonger, trop moyen, trop imparfait, et je ne pense pas qu'il faille récompenser ça, même si il est exceptionnel et que ma seul regret, c'est que toutes les meilleures scènes de Rami Malek dans ce film viennent d'éléments qui sont complètement faux dans la vie réelle. Par exemple, le passage où il dit oui, je vais faire mon album solo, c'est complètement faux. Le passage où il dit qu'il y a le sida, c'est complètement faux. Donc en fait, c'est ça qui m'embête, c'est que il joue très bien, mais pour de la fausseté. Bien, le cinéma c'est mentir, mais il y a mentir et mentir. Voilà pourquoi je l'enlève de la liste. Je vais enlever Christian Bale. Parce qu'il y a un petit truc qui m'a gêné. J'ai un peu regardé des interviews de Dick Cheney pour voir un petit peu le bonhomme.
Et c'est trop, genre, quand il parle, il a une voix beaucoup trop grave. C'est complètement exagéré. Après, il est très bon, hein. C'est pour ça que je l'efface seulement maintenant. Mais j'avais vraiment l'impression, oula, Batman. C'est le Batman, quoi. Il est où le costume de Dick Cheney Batman en surpoids? J'étais vraiment dans cet esprit-là. Et c'est pour ça que je vais l'enlever parce que enfin, c'est trop. C'était beaucoup trop. Et du coup, ma petite palette ira à William Dafoe dans le rôle de Vincent Van Gogh dans At Eternity Gate. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il crève l'écran à chacune des scènes avec son faciès et qu'il n'a besoin de rien dire pour paraître. Et mon seul regret est que ce film n'ait pas été distribué en salle, mais sur Netflix. Et en ce qui concerne l'Académie, je pense qu'ils le donneront soit à Rami Malek, soit à Dick Cheney. Ce qui me rendrait très triste parce que ça voudrait dire que ça ne pose aucun problème et que les producteurs sont très contents qu'un film marche sans metteur en scène et qui marche juste parce qu'un acteur est là et qu'il a envie de se donner. Et je pense pas que ce soit ça le message qu'il faille donner à l'industrie. Passons donc maintenant au meilleur film d'animation, et c'est une catégorie qui a cette année pas mal de trucs différents. Non, en fait, on a 4 films américains et un film Jap, comme d'hab. Et je vais tout de suite enlever le film Job parce que c'était vraiment une torture, ce film. C'était vraiment pas très bon. Hormis la scène, les 5 dernières minutes qui avaient des effets de caméra plutôt intéressants. C'était plan-plan, le scénario était nul. Et je me suis vraiment ennuyé j'ai perdu 1h30 de ma vie que je ne reverrai jamais. Et c'est un film que je note 1 sur 10 parce qu'il mérite d'exister, c'est tout. Donc on va supprimer Les Indestructibles 2, bien que ce soit... c'était cool, mais je l'ai vu 2 fois. J'ai vraiment cet effet Indestructible 2. On reprend le 1, sauf que cette fois, c'est la mère qu'on appelle plutôt que le père, parce que le père fait trop de dégâts, donc on prend la femme. On va tout venir. Même s'il critique que Civil War c'était complètement débile comme idée, on peut pas empêcher les super-héros d'être des super-héros parce que ils le font, parce que ils ont besoin de le faire. Mais ça restait très cool et j'espère un 3 avant 15 ans. Je vais supprimer Les Mondes de Ralph 2, bien que c'était très sympathique. Pas antagoniste, mais un peu de mal avec les choix qu'a fait Vanellope dans le film, de pas trop parler, même si on peut la comprendre qu'elle a peur, mais vaut mieux toujours parler et plus du côté de Ralph et j'aime pas trop ce message de fin en mode alors il s'appelle et tout, on est encore ensemble parce que c'est pas réaliste. Et non, le film était sympa, il est sûrement aussi bien que le 1, j'en ai plus aucun souvenir, mais je ne lui donnerai pas mon Oscar, ce qui arrive à la difficulté. Alors là, on est dans un cadre très très dur entre L'île aux chiens et Spider-Man New Generation Into the Spider-Verse. Pourquoi? Parce qu'on a un film en fait, les 2 films explorent la technique au maximum, bien qu'ayant une histoire toutes les 2 très très bonne. On a un film qui fait pleurer, qui est L'île aux chiens, et on a un film qui est complètement dans la déconstruction du mythe et dans sa reconstruction d'une manière différente, qui est Spider-Man. Donc on est confronté au choix suivant. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre de la mise en scène 3D ou de la stop motion qui a pris des années, qui a un scénario peut-être beaucoup plus simple, mais qui a un message terriblement humaniste et positif sur le monde, alors que Spider-Man c'est vraiment le divertissement basique, mais que tellement déconstruit, tellement différent, tellement nouveau, qui réinvente tellement le personnage que comparé à ses prédécesseurs, hormis Spider-Man 2 de Sam Raimi, les autres n'existent même pas. On en est au moment où on ne sait pas quoi choisir entre récompenser la performance de ce qu'on peut faire maintenant en animation 3D, où on n'a aucune limite, où je trouve que le film ne va pas assez loin dans les plans séquences, qui pourraient en faire beaucoup plus dans les scènes de voltige, à proposer peut-être des scènes de voltige de peut-être 2 minutes où c'est que de la voltige. Et ce qui me perturbe, c'est qu'on n'a aucun plan subjectif de scène de voltige, alors que vraiment on aurait pu. Mais je pinaille, le film est vraiment excellent. Mais je vais donner mon Oscar du meilleur film à L'île aux chiens. Pourquoi? Parce que L'île aux chiens, je l'ai vu qu'une fois. Spider-Man Into the Spider-Verse, je l'ai vu 3 fois. Donc,
Et je pense pertinemment que quand on aime quelque chose, on n'y retourne pas tout de suite. On a besoin de temps pour s'y accommoder et pour y replonger dedans parce que c'est plus dur de voir quelque chose qu'on aime énormément pour peut-être avoir un état d'âme et qu'on se dise c'était pas si bien que ça. Alors que quand je regarde certaines scènes de L'Île aux chiens, je suis toujours autant subjugué par la musique, la mise en scène et le fait que ce soit en step motion. Tandis que Spider-Man, plus je le voyais, moins je voyais de défauts. Mais d'un côté, plus je me disais, là, ils sont pas allés assez loin. Donc, je vais donner mon Oscar à L'Île aux chiens et l'Académie doit me suivre. Parce que s'ils ne donnent pas L'Île aux chiens, ça veut dire qu'ils vont le donner à Ralph 2. Et s'ils le donnent à Ralph 2, je vais être très mécontent. Passons à la dernière catégorie qui est le meilleur film. De nominé, nous avons Black Panther, le Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book, Roma de Cuarón, A Star is Born et Vice de Adam McKay. Je vais commencer par effacer Bohemian Rhapsody pour la raison suivante. Ce film est très moyen et le fait qu'il soit nommé à toute cérémonie m'énerve énormément. Le fait qu'il ait gardé le Golden Globes m'a profondément énervé. Et s'il gagne les Oscars, je serais profondément énervé. Et le message que ça enverrait à l'industrie m'énerverait énormément. Comment un film qui n'a pas de réalisateur crédité pourrait être le meilleur film? Ça n'aurait aucun sens. Et ça voudrait dire une seule chose, que maintenant, si on veut faire du cinéma, c'est plus la peine d'être réalisateur. Il ne faut faire que producteur. Parce que bien que ce soit eux qui contrôlent les envies créatives et culturelles d'un pays, voire mondial en Amérique, c'est un message très triste. Et je pense que l'Académie ne devrait pas transmettre ce genre de message aux personnes. Ça m'emmerderait énormément. Donc je le supprime, mais je ne veux plus te voir, film. Dégage de ma vue, dégage. Va-t'en. En 7e place, je vais mettre Vice. Pour les raisons que je vais expliciter plus tard, c'est que j'ai du mal à comprendre dans quel genre de film et que ce côté docu-fiction ne marche pas très très bien, vu qu'on est tout le temps trop cassé du 4e mur, on n'arrive pas à vraiment s'intéresser au personnage. Après, on s'en fout du temps de s'identifier au personnage, parce que on a compris que Dick Cheney est un connard, mais le film ne montre pas assez que c'est un connard. Il te montre juste plus ou moins comment il fait pour dominer George Bush, mais il te montre très rarement le dominer, hormis à la scène où il est là dans le bureau du Pentagone, et le montage est vraiment pas très bon, donc je le mets en 7e place. En 6e place, je vais mettre Green Book. C'est vraiment le film Oscar basique. Le sujet est très très cool, très intéressant. La réalisation est peut-être beaucoup trop plate à mon goût, même si j'ai beaucoup ri pendant ma séance. C'est une bonne comédie américaine, mais je ne peux pas considérer ça comme un meilleur film, vu que, comme dit précédemment, va-t-on le revoir? Je me contredis quand je dis que ce qu'on aime, on le revoit pas forcément tout de suite, mais ça, c'est un film que je reverrai sans doute jamais de ma vie, donc je l'efface. En 5e place, je vais mettre A Star is Born de Bradley Cooper, parce que c'est très très sympathique, mais à un moment c'est le 17e Star is Born. Il faut arrêter et faire d'autres choses plus créatives. En 4e, je vais mettre Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee, qui est un film très très cool, mais comme dit précédemment, il n'y a pas forcément de... C'est un film très cool, mais sans plus. Parce que la mise en scène n'est pas forcément... il n'y a rien de vraiment marquant dans le film en réalité. Hormis la scène où Adam Driver arrive et dit « Yes, c'est moi ». Il n'y a aucune scène beaucoup plus marquante et fulgurante par la mise en scène. Et c'est pour ça que je ne le mettrai pas en meilleur film, et parler de la musique est trop oubliable à mon goût. En 3e place, je vais mettre Roma de Alfonso Cuarón, parce que, comme dit précisément, la mise en scène est très très bonne, les plans séquences sont vraiment magnifiques, la photo est exceptionnelle, mais c'est long. Et on n'a pas eu la chance de le voir sur grand écran, et j'aurais aimé avoir cette chance pour me dire, oui quand même. Le problème de l'avoir vu sur Netflix, c'est que on n'a pas pu en déroger tant que ça la substance pour beaucoup de spectateurs, et qu'on s'est vraiment ennuyé, même si c'est le film le plus personnel de cette sélection, à mon avis.
mais je ne le ferai et je ne le mets pas. Donc, ce qui nous arrive en deuxième place, à Black Panther. Vous aviez vraiment cru que je mettrais Black Panther en premier? Ça aurait été Black Panther, qui est un très bon film que j'ai vu 2 ou 3 fois, qui a une musique chorale exceptionnelle, une mise en scène très très cool, bien que assez pataude à certains moments, un scénario qui semble assez rushé. Le petit problème du personnage de Killmonger, qui est un peu mal traité selon moi. Les problèmes de fond vert pendant la bataille, même si je suis très content qu'il soit vraiment allé tourner dans une plaine, il n'y avait pas spécialement besoin de mettre des fonds bleus dans le champ et mettre autant de fonds verts pas beaux. Mais ça reste un film très très cool avec de très bonnes scènes. Je pense notamment au passage de la Corée du Sud à Busan, il me semble. C'était vraiment une très bonne scène, hyper qui était péchu, avec beaucoup de mouvements qui donnaient envie et qui faisait vraiment combat et victoire. Mais je l'enlève de la liste. Ce qui fait qu'il nous reste la favorite de Yorgos gagné pour les raisons suivantes. Le montage est terriblement génial. Le film dure 2h15. Je me suis pas ennuyé à ce moment. J'étais même triste de la manière dont est terminé le film, avec ce fondu avec le visage de Olivia Colman, de Emma Stone et les lapins, et qu'à la fin fondu au noir, parce que je l'ai vu venir et ça m'a un peu énervé que le film se termine sur un fondu, parce que je préfère les cuts. Mais on est vraiment dans l'action du film, et les meilleurs films, c'est souvent ceux où on ne sait pas pour quel personnage on est. Je savais pas si j'étais pour Emma Stone, pour la reine, ou pour Rachel. C'est en ça que le film est génial. C'est qu'on a envie d'être pour tout le monde, mais que dans la vie, comme vu ce qui se passe à la fin, c'est rarement le gentil qui gagne. Et le film est très très bien mis en scène. Il invente des nouvelles techniques de captation, j'ai l'impression, des choses que j'avais jamais vues avant. Ça peut-être être fait, je n'ai pas tout vu malheureusement. Et c'est vraiment un film que je vais aller revoir, sûrement en salle, parce que c'est le meilleur moyen d'être capté par ce qu'on voit, c'est d'aller en salle de cinéma et d'en profiter. Et je lui donne ma palme du meilleur film. Et je pense aussi que l'Académie le donnera à La Favorite ou Roma. Ça m'étonnerait vraiment qu'il donne à Black Panther. Mais s'il le donne à Black Panther, je serais très content. S'il le donne à Black Panther, je serais plus content. Je serais même plus content que Roma La Favorite, parce que ça donnerait un signal MCU, même si on va me dire oui, c'est l'argent qui finance tout ça. J'en ai rien à foutre. Je pense juste que Black Panther est un des meilleurs films du MCU. Dans le top 5 facilement. Et qu'après c'est que de la merde. Donc il faut vraiment encourager ce genre de production que Black Panther, et tout en La Favorite, parce qu'en réalité c'est un mec qui a des scénarios exceptionnels à chaque fois et qui a des idées de mise en scène, de captation qu'on ne voit jamais. Et c'est vraiment un film La Favorite, bien que le sujet puisse paraître basique. C'est le genre de film où on est dans une idée de oui, c'est super. Donc voilà en ce qui concerne les Oscars 2019. Allez voir des films en salle, de préférence pas sur Netflix. Et bonne journée à vous.